Salut les devins, c'est Saikyo, il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 51 de Boruto. Oui, vous avez très bien entendu le mot review, pas mini-review. C'est très bon signe, ça veut dire que l'épisode était bien meilleur et beaucoup plus fouillé et construit tout simplement que l'épisode 50 et les épisodes précédents sur lesquels je faisais uniquement des mini-reviews. Alors je vais pas vous mentir non plus, c'est pas un épisode fou, c'est pas l'épisode du siècle. Il y avait quelques passages qui étaient vraiment pas mal quand même dans l'épisode, même tout l'épisode était bon en fait, c'est ça que je veux vous dire. Et ça mérite donc une review à la place d'une review, mais c'est pas non plus le meilleur épisode qu'on ait jamais vu. Mais c'est en train de poser les bases pour l'arc Momoshiki d'une manière très classe je trouve, et très saine en même temps. Mais toujours pour rester dans la franchise avec vous, j'ai quand même un petit peu hésité entre mini-review et review, parce que voilà, je suis un petit peu tranché, on sent qu'on est quand même sur un épisode de transition qui fait du lien entre les longueurs que l'on vient de vivre dans cet animé Boruto, et qui fait du lien avec le dynamisme de l'arc Momoshiki à venir. Je pense que je pourrais pas mieux résumer que ça. Donc aujourd'hui j'avais le choix entre optimisme ou pessimisme, et j'ai préféré la vision optimiste des choses en choisissant de l'appeler review. Donc, cet épisode commence avec un synopsis d'histoire à la con, il faut le dire, il faut trouver des bandits machin, sauf que d'un coup ça dérive, et au final ces bandits, ces voleurs de train ou un truc comme ça, de ligne de train, enfin je sais plus mais on s'en fout en fait, eh bien ils se font attaquer par quelque chose d'un petit peu plus costaud quand même. Et sauf qu'au début, ça a la forme d'un monstre et on ne sait pas ce que c'est. D'ailleurs, même l'ombrage et tout ça m'a fait penser à deux choses au tout début dans la grotte. Soit à Kinshiki Otsutsuki, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'il foutrait dans une grotte tout seul là-dedans ? Non, il a rien à foutre ici. Ou alors j'ai pensé tout simplement au Noué. Mais le Noué n'a strictement aucune raison d'être gros déjà, et il n'a strictement aucune raison d'être séparé de Sumire dans une grotte. Surtout que l'on se dirigeait vers l'arc Momoshiki. Donc je me suis dit que c'était autre chose sans savoir vraiment quoi. Et là forcément la petite coupure qui va bien, donc en fait le début d'épisode n'était que du teasing pour la fin de l'épisode, et on s'en parlera bien sûr à la fin de cette review en même temps que l'ordre chronologique des choses. Et bien tout simplement pour nous laisser avec ce que l'on pourrait appeler une amorce de l'arc Momoshiki. Tout cet épisode-là était là pour nous l'introduire. D'ailleurs je ne sais pas, je crois que officiellement ce n'est pas considéré comme faisant partie de l'arc Momoshiki, d'après Studio Pierrot etc. concernant cet animé Boruto. Mais sincèrement, dites-moi dans un commentaire, pour moi cet épisode-là faisait à 100% partie de l'arc. J'ai senti qu'on commençait, je vais pas dire qu'on mettait un pied dedans, mais un bon gros doigt de pied. Tu vois le gros doigt de pied pourri, là, celui qui sent fort. Non, je rigole, non, mais on avait ça, tu vois, qui était quand même bien dedans. Je me sentais plus dans l'arc Momoshiki que dans n'importe quel autre arc que l'on ait pu avoir de Boruto ou de Naruto. Donc oui, je le considère comme en faisant partie, même si ce n'est pas forcément le terme officiel. Et tout simplement pourquoi ? Pour une belle et bonne raison, c'est la psychologie des personnages qui a été développée. Et là, vous allez me dire, putain, encore de la psychologie des personnages, on en a bouffé ces dernières semaines. Non, là, c'était cool. Le thème de l'épisode et le titre, c'était pas Zetsu blanc ou je sais pas quoi. C'était l'anniversaire de Boruto. Et c'est quand même de ça dont a traité l'épisode, globalement et majoritairement. Avec, en posant les bases, encore une fois, je vais beaucoup répéter ça, justement, le fait de poser les bases, de la relation Naruto-Boruto. Chose qui était un petit peu étincelante voilà, ces dernières semaines, parfois difficile, parfois facile. Et là, les conflits se lancent de plus en plus avec l'absence de Naruto à l'anniversaire de son propre fils Boruto. Tout simplement parce que voilà, Naruto est obligé de réaliser son rôle de Hokage. Et je pense même que si l'on demandait aujourd'hui, genre on pouvait faire une interview de Naruto en lui demandant si sa vie actuelle correspond à ses rêves d'enfant d'être un futur Hokage, je pense qu'il répondrait oui, par nature, mais je pense qu'il répondrait non en y réfléchissant. Dans le sens où oui, parce qu'il protège le village, il en est le garant de la paix, de tout ça, des objectifs qu'il a pu atteindre, tu vois, et ça fait plaisir. Mais en même temps, je pense pas qu'il s'attendait à ce que ça soit autant énergivore, que ça lui pompe toute sa vitalité, tu vois, que ça tape sur le moral en fait. On a vraiment l'impression de voir quelqu'un dans la vie de tous les jours qui rentre du boulot et au niveau du cerveau il est fatigué parce que sa journée l'a fracassé, mais pas parce qu'il a fait des choses épanouissantes, parce qu'il a fait des tâches répétitives, parce qu'il a fait des tâches saoulantes, des tâches lourdes. Si vous avez un taf et que vous m'écoutez, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Quand vous rentrez du boulot, vous êtes souvent un petit peu zombifié, surtout si tu commences tôt et tu finis tard, c'est encore plus, ça amplifie le phénomène. Et on a l'impression que Naruto en fait est en train de sombrer là-dedans, et que peut-être que oui, Naruto, même dans l'ère Shippuden, avait sous-estimé les tâches qui sont obligatoires et qui incombent à chaque Kage de chaque pays, de chaque village. Donc j'aime vraiment beaucoup ce traitement de Boruto, de Naruto, etc. parce qu'il y a un traitement sur des multitudes et des milliers de couches psychologiques des personnages qui sont représentatifs de la vie. Alors je viens de dire des mots un petit peu savants entre guillemets, mais je vais vous expliquer ce que je veux dire. C'est que dans la vie, la psychologie de toi, de moi, de n'importe qui, c'est pas quelque chose de facile. Pourquoi ? Parce que déjà tu as tes propres envies, tes propres émotions, tes propres volontés, tu as aussi ce que tu ne veux pas faire, etc. Tu as tes goûts, enfin bon,
tu as tout ça, et ensuite à ça, tu dois y rajouter les contraintes, tu dois y rajouter les imprévus, et ça, c'est juste des exemples que je vous donne. Mais il n'y a pas que vous qui entrez en jeu. Il y a vos proches, il y a peut-être même les gens que vous aimez pas qui vous foutent des contraintes supplémentaires. En fait, il y a tout votre entourage, tout votre écosystème qui fait que vos problèmes ne vont pas évoluer de la même manière. Et il y a aussi toutes les interactions de ces personnes-là qui sont indirectes, c'est-à-dire que toi, tu as peut-être un problème avec ton père, mais dans cette relation avec ton père, il va aussi interférer. Ta maman, il va peut-être aussi interférer. Tes amis, comme ça a été le cas ici avec Sarada. Et puis, ton humeur du jour va être déterminée par ces problèmes-là, mais elle risque d'être améliorée ou empirée par rapport au reste de ta journée. Exemple, si ça se passe bien avec Konohamaru, ça ira mieux pour le reste, tu verras la vie d'un meilleur côté, tandis que si tu te prends la tête avec Konohamaru, là, le sensei, après tu vas voir le reste de tes problèmes avec ton père, tu vas être sur les nerfs. Et ça, c'est représentatif de la vie. Dans la vie, les relations humaines ne sont pas faciles en fait, il n'y a pas qu'une seule voie, il y en a des milliers, des millions, il y en a même que l'on ne voit pas nous-mêmes. Et en ça, j'ai adoré parce qu'en plus, cette fois-ci, on développait des personnages principaux. Parce que c'est vrai qu'au final, regardez bien, on dit que la série Boruto, l'animé, développe très bien la psychologie de ses personnages. Mais j'ai presque envie de vous dire que cet animé nous a mieux développé ses personnages secondaires que les personnages principaux, ou le personnage principal pour ne parler que de lui, Boruto. Et là, il y a enfin un petit peu droit. Surtout qu'en plus, je trouve que ce traitement, pour le moment, c'est qu'un premier épisode préliminaire à l'arc Momoshiki, est quand même un petit peu mieux retranscrit que l'animé, tout simplement parce que dans l'animé, je sentais un Boruto un petit peu capricieux, presque dans l'incompréhension par rapport au rôle important que a joué son père en tant que Hokage. Alors que là, j'ai l'impression que Boruto comprend tout à fait quelles sont les tâches que son père se doit de réaliser pour le bien-être du village, mais que bon, voilà, la compréhension, la famille, etc., le lien qui les unit, d'accord, c'est une chose, mais au bout d'un moment, si tu n'es pas là, tu n'es pas là, papa. Tu vois, c'est ça le message en fait de l'épisode. Enfin, le message de la psychologie de Boruto. Et là, oui, je sens que j'ai pas un Boruto capricieux comme un petit merdeux, tu vois, comme ça pouvait être dans le film. Bien que dans le film, j'arrivais à le comprendre, c'est pas ça que je veux dire. Mais quand même, là, j'ai un Boruto qui fait plus preuve d'ouverture d'esprit, qui a l'air de comprendre les tenants et aboutissants de chacun des parties prenantes de l'histoire, mais en même temps, ses problèmes ne sont pas à négliger et ça lui tape sur le système. Et j'ai trouvé que cet épisode le ficelait d'une manière très cool. Il y a un truc aussi, c'est vrai qu'on a l'habitude de critiquer cet animé Boruto. Quand je dis critiquer, la critique, ça peut être positif ou négatif. Mais là, je parlais de critique négative. Mais il y a une chose que l'on salue rarement pour cet animé, et pourtant, il excelle là-dedans, alors qu'on n'arrêtait pas de taper sur Dragon Ball Super pour ça, c'est tout simplement que l'animé Boruto est simplement, à mes yeux, magnifique, et à mes oreilles aussi. Tout simplement parce que l'animation et les dessins sont toujours au top. J'ai même envie de dire irréprochable, même dans les épisodes les plus pourris, sincèrement. Retapez-vous les épisodes les plus ennuyeux, déjà bon courage pour vous les retaper, mais si vous le faites, vous allez voir que, franchement, au niveau de vos yeux, vous êtes gâtés. Même si l'épisode ne raconte rien, ou raconte des choses qui vous embêtent. Et au niveau des oreilles, c'est pareil. Il y a un choix qui est perspicace, qui est pertinent des musiques, et les musiques sont super bien composées. Donc la qualité visuelle ne fait pas tout pour un animé. Mais quand dans un épisode comme celui-ci, le 51, dans lequel l'histoire commence un petit peu à se développer, ce n'est qu'un prémisse, on est loin d'avoir un scénario grandiose, là ici, mais on avait quelque chose de sympa, tu te dis que ton expérience de manga animé, surtout animé ici, elle commence à se compléter. Parce que, côté visuel, tu es servi, côté audio, tu es servi, côté scénario, on commence à te servir les amuse-bouches. Donc ça commence à être satisfaisant. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, et j'espère que l'animé va conserver cette lignée-là. Même si l'arc Momoshiki sera une répétition. Quoique, rappelez-vous qu'il y aura un troisième Otsutsuki, qui répond au nom de Urashiki, qui va apporter son lot de nouveautés dans l'arc. Ça sera une répétition quand même dans le fond. Mais espérons qu'après cet arc un peu répétitif, que l'on garde cette lignée-là. Hors série ou pas, peu importe, adaptation de roman, de ce que l'on veut. Mais que ça soit quand même pas dynamique, parce que cet épisode-là n'était pas hyper dynamique. Mais qu'il soit juste bel et bien construit comme il se doit et comme on est en droit de l'avoir. Donc oui, c'était une réussite. Les différentes relations humaines, j'ai beaucoup aimé, qui n'étaient pas ennuyeuses ni ennuyantes, tout simplement. Parce que déjà en plus ça permettait de poser les bases de l'arc suivant avec, encore une fois, le scientifique Katasuke qui était beaucoup plus présent ici aussi. Le lien Boruto-Sarada, en fait tout le monde était traité à sa juste valeur, bon peut-être Hinata en retrait, mais Hinata n'a pas l'air vraiment bien informé de tout ce que peut faire Naruto au boulot. Naruto a l'air de s'enfermer dans cette sphère-là, il y a des affaires qui sont un petit peu difficiles à régler, dont il ne peut parler à personne mis à part Hokage, Shikamaru et à Sasuke, le Hokage de l'ombre, vous voyez. Bon, nous, dans la vraie vie, on en parlerait sûrement à nos femmes, mais bon, j'ai pas l'impression que Naruto se confie vraiment, et ne pas se confier, c'est se renfermer sur soi, intérioriser, et à l'intérieur, tu bouillonnes d'émotions qui parfois sont positives, mais quand elles sont négatives, ça te ronge de l'intérieur. Alors, dans la vie, faut pas se décharger non plus sur les autres, mais s'épauler sur les autres comme ici sa femme, je pense que ça peut le faire.
Surtout qu'il sait très bien que Hinata ne va jamais révéler un secret défense. Après, bien sûr, ne pas révéler des secrets à sa propre femme, c'est peut-être aussi pour la tenir hors du danger s'il y a une prise d'otage, un questionnement de quelque chose. Mais en même temps, si Hinata qu'il y a, Hinata elle prendra cher quand même dans tous les cas. Enfin bon, je pense que vous m'avez compris, Naruto, il est humain, tu vois, c'est pas un dieu ou quoi que ce soit. Et il fait des choses très 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 bien, majoritairement très très bien. Et il y a des choses sur lesquelles il est un petit peu bancal, comme chacun de vous tous qui m'écoutez, comme moi. Voilà, on a tous nos qualités, nos défauts. Naruto a les siennes, même avec ta meilleure volonté du monde, tu ne peux pas faire quelque chose parfaitement. Alors il y a quelques petites tâches que tu peux accomplir parfaitement. Faire un gâteau quand tu fais de la cuisine, un truc comme ça. Peut-être même si tu es à l'école, avoir un 20 sur 20 dans la dictée, tu vois. Des tâches un petit peu communes. Mais dans des trucs qui sont comme ça, d'une grande envergure et amplitude, comme gérer un village, celui de Konoha, ça n'est pas possible. Et humainement et publiquement, par rapport à toutes les personnes qui sont dans le village, il y a des ratés. Et là, les ratés, il les vit au sein de sa propre famille, il les vit au boulot, dans ses relations avec les autres. J'ai beaucoup aimé, voire adoré, toutes ces ramifications, désolé des mots que j'utilise, mais psychologiques, que l'épisode nous a proposé. Et là, j'ai regardé cet épisode en me disant, voilà, c'est ça que j'attendais cette dernière semaine. J'attends pas forcément qu'il y ait un grand méchant. Bon, il y en avait un petit peu à la fin avec le Zetsu, on va en parler. Mais durant cette partie Naruto-Boruto, Naruto tout seul, etc., je me dis, mais putain, c'est ça que je voulais moi ces dernières semaines. Pas forcément centré sur Boruto et Naruto, mais quelque chose qui m'attrape et qui ne me lâche pas durant tout l'épisode comme ça. Là, je vous assure que c'était pas comme l'épisode de la semaine dernière. J'ai pas regardé mon téléphone une seule fois pendant que je matais l'épisode. J'étais très concentré, je ne voulais pas en rater une seule miette. Donc après toute cette phase de discussion vient l'action, forcément, pour clôturer l'épisode. Et je trouve que c'était un très bon choix. Parce que, en plus d'avoir cette lenteur, je sais pas si on peut dire que la première partie de l'épisode, enfin les 3 premiers quarts, étaient lents. Ils étaient posés. Je pense que c'est le meilleur mot en fait, posé. Et la fin était quand même, un petit peu plus boostée. Et c'était pas mal justement. C'est un petit peu, je vais reprendre l'exemple de cuisine. Quand tu cuisines un gâteau, souvent tu vas jouer sur les textures. Tu vas mettre une partie du gâteau qui est souple et l'autre qui est craquante. Comme ça, quand tu croques dans ta bouche, t'as un petit peu les deux. Et bien là, c'était un petit peu comme une recette d'un gâteau. T'avais de la souplesse avec la première partie de l'épisode et t'avais du croquant et quelque chose qui te saisit un petit peu plus dans le côté action avec la fin de l'épisode. Et ça, c'était bien pensé et bien réalisé aussi, en sachant que ça n'était pas bâclé. Le tout a pu rentrer dans un épisode de 20 minutes sans que je me dise que ça a été trop vite. Bien sûr, je ne mettrai pas une note de 10 sur 10 à l'épisode parce qu'il y avait des défauts, mais ils sont plutôt négligeables, les défauts qu'il y avait. Et c'était pas vraiment des défauts, c'était juste des manques. Des manques liés au passé de la série, le fait qu'au bout de 50 épisodes, on en soit encore là. Mais c'est pas bien grave, tu vois, si la suite des épisodes rattrape le tout. Donc au final, qu'est-ce qui se passe à la fin ? Bien, on reprend ce qu'on a vu au début. Les 3 ou 4 bandits, donc un qui est en prison, mais qui est fou de terreur en fait, parce qu'il a vu le monstre blanc comme il l'appelle. On nous raconte que différents jutsu ont été utilisés, et donc maintenant, on file vers la galerie. Et dernière petite phrase que j'ai bien aimée aussi, c'est la relation aussi, je vous le disais, vos problèmes ne se règlent pas qu'avec vous, ou qu'avec la personne avec qui vous avez des problèmes, c'est aussi les autres. Sarada n'a rien à voir entre Naruto et Boruto, mais la discussion Boruto-Sarada, elle a fait un petit peu évoluer les choses. Et je trouve que c'était très humain, les interactions étaient très réalistes, et quand par exemple je vous disais dans Dragon Ball Super que je trouvais que les épisodes ne nous montraient pas que ce monde, ces personnages étaient vivants entre eux, et je vous disais que le manga de Dragon Ball Super y arrivait très bien, eh bien l'animé de Boruto y arrive très bien. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. T'as pas l'impression que les autres personnages servent à faire de la figuration, qu'ils ont été juste mis là pour faire de l'arrière-plan. Ils sont là, ils servent à quelque chose, qu'ils soient secondaires, tertiaires ou principaux. Bon, je vous l'ai promis maintenant de l'action, on rentre dans la grotte pour découvrir qui sont ces monstres-là. Toujours quelques problèmes au niveau de l'éducation ninja-esque justement de Boruto qui commence à filer et qui ne respecte pas l'autorité de son sensei Konohamaru. Ne pas respecter l'autorité, on l'a vu, au travers de la série Naruto, ça peut payer, mais pas tout le temps, faut pas en abuser. Peut-être que dans un moment crucial, tu vois, sauver Sasuke, je sais pas quoi à l'époque, tu peux manquer de respect un petit peu à ton sensei, faire contre ses ordres et tout ça, mais pour de simples petites missions, c'est pas une simple mission parce qu'il y a le Zetsu, mais quand Boruto va dedans, il ne le sait pas ce que c'est. Et comme je le dis souvent, on ne juge pas sans savoir, donc tu vas avec prudence, tu laisses ton sensei partir. Bon, Boruto, il a quel âge là ? Il a 12 ans, un truc comme ça, je crois, 11-12 ans de mémoire. Je veux bien que tu sois vif à cet âge-là, mais laisse un petit peu passer le grand d'abord, tu vois, tu vois ce que je veux dire ? Je veux pas être réducteur vis-à-vis des enfants, mais accorde un minimum de respect à la parole de ton maître, sachant que Konohamaru, en plus il l'appelle grand frère, tu vois, ce qui est très symbolique par rapport à Naruto et Konohamaru à l'époque. Il y a quand même un fort lien d'attachement entre Boruto et Konohamaru, c'est pas comme s'il avait Ebisu Sensei. Tu peux lui faire confiance à Konohamaru.
Mais non, Boruto n'arrête pas de faire des siennes, malheureusement, mais je pense qu'il apprendra la leçon aussi bientôt. Donc, une fois que nous sommes dans la grotte, Mitsuki a aussi son utilité, étant donné qu'il commence à jouer un petit peu le jeu de piste. J'ai eu l'impression de voir des choses qui ressemblaient à la statue du Gedo Mazo dans ce truc-là. Faudrait que je revoie l'épisode, sincèrement. Mais dans ces ruines Otsutsuki, il m'a semblé voir pas mal de choses, en fait. Et je pense, sincèrement, les devins, que ces ruines-là sont probablement des ruines Otsutsuki. Je sais pas, j'espère que ça n'a pas été dit dans l'épisode si j'ai raté, parce que j'ai été confus un petit peu sur cette partie de l'épisode, je m'y attendais pas du tout. On a vu que Naruto et Shikamaru parlaient d'une troisième grotte Otsutsuki, je crois, avec des ruines et tout ça. Et j'ai bien l'impression que celle-ci semble être une quatrième, parce que vous avez vu les logos et tout ça, les sigles. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui me rappellent le Gedo Mazo. Et bien sûr, enfin, on commence à nous parler du fait que les bandits ont été tués par 3 sortes de jutsu différents. De mémoire, je sais plus ce qu'il y a eu. Il y a eu l'éclair, il y a eu le feu, et je crois l'autre c'est par des griffes ou une lame ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est soit un ninja qui possède plusieurs affinités, soit c'était plusieurs ninjas, ou alors quelque chose de vraiment différent. Et là, on y a eu droit. Les Zetsu débarquent. Et là, on a eu quelque chose de très 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 bizarre, parce que déjà, les Zetsu sont fusionnés, chose qui a plus ou moins existé dans le passé. D'où sort ce Zetsu-là, etc. Alors, de suite, vous me connaissez si vous me suivez sur Dragon Ball, ou à l'époque sur mes premières reviews Boruto, mon esprit est parti assez loin, à chercher des idées, etc. Mais je préfère me calmer un petit peu, parce que je pense à peu près savoir vers où la série nous mène, et je vais vous partager justement cette petite prédiction. Étant donné que dans l'épisode, on nous a dit qu'on vient de découvrir, si je dis pas de bêtises, une troisième grotte Otsutsuki avec des ruines, des vestiges, etc. Et Naruto s'y dirige. Celle-ci, je suppose alors qu'elle serait la quatrième. Peut-être que cette quatrième est encore plus importante que les autres, qu'elle dispose de... Justement, comme je vous ai dit, j'ai cru voir quelque chose qui ressemblait un petit peu au Gedo Mazo et tout. Peut-être qu'elle a quelque chose de particulier par rapport aux autres, que Kaguya justement souhaitait protéger, qui pourrait peut-être lui permettre de revenir à la vie un jour, une porte vers la dimension Otsutsuki. Peu importe, surtout que la dimension Otsutsuki, il faudrait l'ouvrir étant donné que Momoshiki et Kinshiki vont bientôt débarquer. Donc vous voyez que ça peut faire du lien avec l'arc à venir Momoshiki, tout ce que je suis en train de vous raconter. Donc que foutraient les Zetsu ici ? Si on part du principe que c'est une grotte qui est plus importante que les autres, peut-être qu'il faudrait quelqu'un pour la protéger. Et pourquoi pas justement alors ces 3 Zetsu qui auraient été gardés en réserve pour protéger cet endroit-là. Les bandits, les pauvres, ils sont tombés là-dedans, ils se sont fait déboîter. Aussi, une chose qu'il faut remarquer, c'est que ces Zetsu blancs n'avaient pas du tout le comportement des Zetsu blancs que l'on a pu connaître à l'époque. Même quand il y a eu des Zetsu blancs un petit peu modifiés, bizarres et tout ça, durant la guerre, ils arrivaient à parler. Ils étaient quand même un minimum dotés d'intelligence ou quelque chose comme ça, alors que là, ils ont juste fait des espèces de cris de bêtes ou de monstres, comme le disait le monstre blanc. Ils avaient les yeux rougeâtres, ils avaient l'air d'être vraiment hors d'eux, ils avaient l'air d'être limite possédés, tu vois, c'était bizarre. Donc ça me fait penser que oui, pas forcément un sort, mais il y a quelque chose, une modification qui a été réalisée sur ces Zetsu, pour que déjà, ils ne fassent plus qu'un, alors qu'à la base ils sont 3 pour combiner différents jutsu, mais qu'ils ont surtout été modifiés un petit peu comme programmés, pour devenir les gardiens de ce lieu. Parce que sinon, que feraient ces 3 Zetsu, qui sont plutôt balèzes, cachés et retranchés dans une grotte alors qu'ils ne sont pas blessés, et que visiblement ils n'ont pas forcément l'air très intelligents. Et justement, pourquoi ne pas les avoir laissés normaux s'ils étaient des gardiens ? Parce que les Zetsu blancs sont plutôt dotés d'une bonne intelligence, et peut-être qu'ils auraient été navigués à droite à gauche dans les environs, et franchement, vaut mieux quelqu'un de manipulable pour s'en servir comme d'un gardien. Donc je pense que cette petite prédiction colle plutôt à la situation. Dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, les devins. Sinon, bien sûr, cette scène d'action, je l'ai trouvée très cool. Je pense que ça va vraiment devenir difficile la semaine prochaine. Je ne sais pas si c'est une tâche qui est à la hauteur de Konohamaru. Je pense que Konohamaru, dans un combat contre ce Zetsu, pourrait gagner, mais ça va devenir compliqué par rapport à la protection des 3 petits jeunes. Même pour Boruto, tout ça, Sarada, je pense que ça va devenir compliqué, que ça va être vraiment limite, et peut-être que la solution va être de prendre le repli. Je ne sais pas. On verra bien. De toute façon, je crois que grâce à Yonkou Prod et Kenshiro, on a de nouveaux spoilers de l'épisode 52, donc j'irai vous faire une vidéo sur ça aussi, bien sûr. Ça arrivera très prochainement. J'espère que tout comme moi, cet épisode vous a séduit. J'espère aussi bien sûr que cette review vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, faites-le moi savoir par le biais de vos likes, vos fameux j'aime. C'est super important pour moi et c'est super rapide pour vous et surtout je vous en remercie. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.